Aujourd'hui, on va s'attaquer à la complication la plus célèbre, la plus prestigieuse et probablement la plus controversée de toute l'histoire de l'horlogerie. On va parler du tourbillon. C'est le genre de mécanisme ultra complexe. Quand on voit un tourbillon sur le cadran d'une montre, on sait qu'on est face à quelque chose de spécial. C'est beau, c'est hypnotique et ça coûte une fortune. On parle de montres à 30 000, 50 000, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais là où ça devient intéressant, c'est que techniquement, sur une montre bracelet, le tourbillon ne sert strictement à rien. C'est prouvé scientifiquement. On va voir que dans les concours de chronométrie aussi, les tourbillons sont à la ramasse et qu'en gros, vous payez 50 000 euros de plus pour un truc qui peut rendre votre montre moins précise, moins fiable et moins robuste. Et pourtant, c'est encore un Graal pour beaucoup de monde. On va voir l'histoire de cette invention, pourquoi elle a été géniale à une époque et pourquoi elle est devenue obsolète, combien ça coûte vraiment à fabriquer et pourquoi les Chinois arrivent à en faire pour 300 euros. Et surtout, on va voir pourquoi, malgré tout ça, le tourbillon reste encore la complication la plus désirable au monde. Avant de continuer la vidéo, je voulais vous remercier pour l'engouement autour de notre marque de bracelet Braxen. On a lancé la marque en août 2025 et chaque mois, on a plus de commandes que le mois précédent. On a de plus en plus de références. On n'a que des bons retours, donc ça nous donne envie de continuer comme ça, de vous proposer plein d'autres choses. En ce moment, par exemple, on travaille sur les bracelets cuir. On réfléchit à des accessoires comme un kit pour nettoyer sa montre, d'autres types de bracelets. Bref, il y a plein de choses qui arrivent et notamment un concours pour gagner une montre. En plus, c'est une montre qui n'est pas vendue en France. Donc, je vous conseille de suivre Braxen sur les réseaux sociaux. Ça arrive bientôt. Je vous mets tous les liens en description. Donc, pour comprendre le tourbillon, il faut revenir en 1795 à Paris. On est en pleine période post-révolutionnaire et il y a un horloger suisse installé sur l'île de la Cité qui s'appelle Abraham Louis Breguet. Cet homme, c'est probablement le plus grand horloger de tous les temps. Pour vous donner une idée, il a inventé la montre automatique, le système anti-choc, le ressort-timbre pour les montres à répétition et il a même fabriqué une des premières montres bracelets de l'histoire pour la reine de Naples. Ses clients c'était Louis XVI, Marie-Antoinette, Napoléon et tous les rois d'Europe. C'est un peu le Michael Jordan de l'horlogerie en gros. Et donc Breguet, en observant toutes ces montres de poche, il remarque un problème. À l'époque, les montres elles vivaient dans des poches de gilet, donc toujours en position verticale, debout. Et dans cette position, la gravité tire constamment sur le balancier et le spiral dans la même direction. Le problème, c'est que le balancier, il est jamais parfaitement équilibré. Il y a toujours un petit déséquilibre. Et quand la gravité s'exerce toujours dans le même sens sur ce déséquilibre, ça crée des erreurs de marche qui s'accumulent au fil de la journée. Et là, Breguet, il a eu une idée de génie. Au lieu d'essayer de corriger le déséquilibre du balancier, ce qui est quasi impossible à faire parfaitement, il a décidé de faire tourner tout l'ensemble, l'échappement balancier sur lui-même. Comme ça, la gravité s'exerce dans toutes les directions en permanence et les erreurs se compensent les unes les autres. C'est comme si, au lieu de corriger le problème, il l'a renvoyé dans tous les sens pour qu'en fait l'effet s'annule et en réalité, c'est brillant. Le 26 juin 1801, il dépose officiellement son brevet et le nom qu'il donne à son invention tourbillon, c'est pas un hasard. À l'époque, le mot tourbillon n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Ça désignait le mouvement harmonieux des planètes autour du Soleil. Donc Breguet voyait son invention comme un système planétaire miniature et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Par contre, et ça c'est important, même si Breguet a déposé le brevet en 1801, la première montre à tourbillon n'a été vendue qu'en 1805. Et entre 1805 et sa mort en 1823, il n'en a vendu que 35 en 18 ans, puisque fallait plusieurs années pour en fabriquer une seule. Donc le tourbillon, pour les montres de poche qui restaient verticales toute la journée, ça avait un vrai intérêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Les montres sont passées du gousset au poignet. Et sur un poignet, votre montre elle change de position en permanence. Quand vous tapez au clavier, elle est horizontale. Quand vous marchez, elle aussi. Quand vous conduisez, elle est inclinée. Quand vous bougez le bras pour attraper votre café, elle fait un demi-tour. En gros, votre poignet, il fait naturellement ce que le tourbillon est censé faire. Il expose le balancier à la gravité dans toutes les directions.
Et en plus, après la mort de Breguet, le tourbillon il est tombé dans l'oubli pendant plus de 150 ans. Personne n'en faisait, tout le monde avait un peu oublié ce truc. Les progrès en usinage et en métallurgie avaient tellement amélioré la qualité des balanciers que le problème de déséquilibre gravitationnel était devenu négligeable même sans tourbillon. Les montres chronomètres certifiées COSC sans aucun tourbillon sont devenues incroyablement précises. Donc le vrai grand retour du tourbillon, en fait c'est dans les années 80. En 1986, Audemars Piguet sera la première montre bracelet automatique avec tourbillon. Et c'est là en fait que le basculement se fait. On vend plus le tourbillon comme un outil de précision, on le vend comme un spectacle, comme une œuvre d'art mécanique qui est visible sur le cadran. Avant, le tourbillon il était caché sous le cadran, personne ne le voyait. À partir des années 80, du coup, on a fait des ouvertures dans le cadran qui étaient faites exprès pour montrer ce tourbillon. C'est vraiment devenu un bling bling mécanique pour le coup, mais je pense que tout le monde est d'accord quand même pour dire que c'est magnifique. Mais techniquement, est-ce que ça améliore la précision d'une montre bracelet? Non, et parfois c'est même pire. D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui a même démontré que le mécanisme du tourbillon ajoute de la complexité dynamique aux spirales et peut créer des oscillations parasites. Je vous mets même le lien de cette étude en description de la vidéo si ça vous intéresse, mais en fait des chercheurs ont modélisé le couple spirale-balancier, puis ils ont mesuré la précision réelle d'une montre dans des conditions dynamiques, c'est-à-dire en simulant la marche à pied et des vibrations forcées. La conclusion, c'est que l'ajout du tourbillon, censé compenser la gravité, déclenche en réalité une complexité supplémentaire dans le mouvement du balancier et elle n'est pas rentable en termes de gain de précision. Donc là, c'est même pas une opinion, on est dans une publication scientifique évaluée par des pairs qui dit littéralement que ça sert à rien en gros le tourbillon. Le tourbillon résout un problème qui n'existe plus et en résolvant ce problème imaginaire, il en crée des nouveaux. D'ailleurs, c'est un paradoxe assez drôle. En 2013, au concours international de chronométrie au Locle, les tourbillons ont complètement été humiliés puisque la catégorie reine de cette édition, donc la catégorie classique, elle a été remportée par une Tissot T-Complication avec 878 points. C'est une montre avec un mouvement industriel suisse vendu autour de 1000 euros. Pendant ce temps-là, dans la catégorie tourbillon, ça a été un carnage. La majorité des concurrents n'a même pas survécu aux épreuves de choc et de magnétisme. Et le vainqueur de la catégorie, donc les ateliers Louis Leroy, n'a obtenu que 794 points, soit 84 points de moins que la Tissot. Donc concrètement, en conditions de test scientifique, une Tissot à 1000 euros a été plus précise et plus robuste qu'un tourbillon à 50 000 euros. D'ailleurs, la grande majorité des manufactures de luxe a refusé de participer cette année-là puisque personne n'avait envie de voir son tourbillon à 200 000 euros se faire battre par une montre 200 fois moins chère. Et ça, c'était pas un coup de chance sur une seule édition puisque en 2015, rebelote, en concours du Locle, Tissot rafle les 3 premières places de la catégorie classique avec un score record de 908 points sur 1000. Côté tourbillon, c'est encore pire qu'en 2013. Le vainqueur, Louis Moinet, n'obtient que 682 points et aucun autre tourbillon n'arrive à décrocher la 2e et 3e place parce qu'aucun n'a passé l'ensemble des tests. 226 points d'écart entre un Tissot industriel et le meilleur tourbillon de l'année. À ce stade, il n'y a même plus de débat. Maintenant, on va parler d'argent parce que c'est là que ça devient intéressant aussi. Un tourbillon suisse haut de gamme, c'est minimum 30 000 euros la montre. Chez les grands noms comme Breguet, Jaeger ou Audemars, on est facilement entre 100 000 et 500 000 euros. Et honnêtement, la fabrication d'un vrai tourbillon suisse est effectivement hyper complexe. La cage fait environ 13 mm de diamètre et contient en général entre 40 et 80 composants. Les pivots sont plus fins qu'un cheveu humain. L'assemblage prend plusieurs jours à un horloger expérimenté et le réglage est un cauchemar puisqu'il faut le régler en marche dans toutes les positions. C'est beaucoup plus long qu'un mouvement classique. Mais là où ça devient embarrassant pour les Suisses, c'est quand on regarde ce que font les Chinois. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière d'ailleurs. Merci pour tous vos retours. C'est une des vidéos qui vous a le plus plu depuis la création de cette chaîne YouTube. Donc les fabricants chinois comme Seagood produisent les mouvements tourbillons depuis des années. Le mouvement ST8000 par exemple, c'est un vrai tourbillon avec une cage qui tourne, des ponts décorés, etc. Et ce mouvement, il se vend aux alentours de 250 euros. Et vous trouvez des montres chinoises complètes avec tourbillon pour 300 à 500 euros sur certains sites. Et là, forcément, on se pose la question, si les Chinois arrivent à faire un tourbillon pour 300 euros, comment certains justifient 100 000 euros?
La réponse, en fait, elle est dans les finitions, les matériaux, le réglage et évidemment la marque. Sur un tourbillon chinois, les anglages sont faits à la machine. C'est correct, mais sans plus. Les tolérances d'usinage sont moins serrées. La fiabilité long terme est une loterie. Certains marchent parfaitement pendant des années et d'autres tombent en panne au bout de quelques mois. Et surtout, le réglage de précision n'a rien à voir. Un tourbillon suisse haut de gamme est réglé à la main pendant des jours dans 6 positions minimum. Un tourbillon entrée de gamme chinois est réglé en usine en quelques minutes. Par contre, et c'est là que le marché évolue, il y a de plus en plus de marques occidentales qui utilisent des mouvements tourbillons chinois et qui les habillent mieux pour proposer des montres à tourbillon entre 1000 et 3000 euros. C'est un entre-deux intéressant pour ceux qui veulent le spectacle visuel sans se ruiner. Évidemment, on ne parle pas de la même chose qu'un tourbillon Breguet à 150 000 euros, mais visuellement, ça tourne pareil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas un seul type de tourbillon, on en a plusieurs et c'est important de les connaître. Donc on a le tourbillon classique, celui de Breguet. C'est une cage qui tourne sur un seul axe et qui fait un tour complet par minute en général. Le balancier est à l'intérieur de la cage tourne et ça compense la gravité dans le plan vertical. C'est le plus courant et celui qu'on trouve dans 90% des montres à tourbillon. Ensuite, on a le tourbillon volant inventé par Alfred Ellwing dans les années 1920. La différence est que la cage est maintenue par un seul côté au lieu de deux. Du coup, vu de dessus, on a l'impression que la cage flotte dans le vide, d'où le nom volant. C'est visuellement beaucoup plus spectaculaire puisqu'il n'y a pas de pont qui cache la vue et la plupart des tourbillons modernes sont du coup des tourbillons volants pour cette raison. Et après, on entre dans la catégorie des délires d'ingénieurs. Gégère a développé le gyro tourbillon. Donc c'est un tourbillon multi-axe où la cage tourne sur 2 ou 3 axes différents en même temps. Et l'idée, c'est de compenser la gravité non pas seulement dans un plan, mais dans toutes les directions de l'espace. C'est mécaniquement incroyable. On parle de centaines de composants qui tournent les uns dans les autres et c'est vraiment la complication ultime. Au-delà du fait qu'il ne sert pas à grand chose côté précision, le tourbillon a des vrais inconvénients concrets au quotidien qu'on mentionne rarement. D'abord, la réserve de marche. Un tourbillon, ça consomme plus d'énergie qu'un échappement classique parce qu'il faut faire tourner toute la cage en permanence. Donc, soit vous avez une réserve de marche plus courte, ou soit vous avez un barillet plus gros qui augmente du coup l'épaisseur de la montre. Ensuite, la fragilité, puisque les composants d'un tourbillon sont extrêmement fins et légers pour minimiser l'inertie de la cage. La cage en titane d'un tourbillon pèse souvent moins d'1 gramme, mais qui dit léger et fin dit aussi fragile. Un choc violent peut facilement déformer la cage ou casser un pivot. Une réparation de tourbillon, c'est pas votre horloger du coin qui va le faire, c'est retour à la manufacture et on parle d'une facture à 4 ou 5 chiffres juste pour la révision en général. Et d'ailleurs pour les révisions, sur un mouvement classique, c'est une révision tous les 5 à 7 ans on va dire, c'est assez simple et n'importe quel bon horloger peut le faire sur la plupart des mouvements. Un tourbillon, c'est une révision plus fréquente, plus longue et beaucoup plus chère parce que le démontage et le réassemblage de la cage nécessite un savoir-faire bien spécifique et évidemment les pièces de rechange en plus sont hors de prix. Dernier point, l'épaisseur. Un mouvement à tourbillon est presque toujours plus épais qu'un mouvement classique justement à cause de la cage. Donc si vous aimez les montres fines et élégantes, c'est pas l'idéal. Il y a des exceptions évidemment comme par exemple la Bulgari Octo Finissimo tourbillon qui a un mouvement de seulement 1,95 mm d'épaisseur. Mais voilà, là c'est une prouesse technique qui coûte évidemment très cher, plus de 150 000 euros et à mon avis ça doit poser des problèmes de fiabilité, de robustesse et j'imagine même pas le prix d'une réparation ou d'une simple révision chez eux. Donc au final, si le tourbillon est inutile, cher, fragile et contraignant, pourquoi est-ce que tout le monde en rêve? La réponse, je pense, c'est que le tourbillon a transcendé sa fonction d'origine. C'est devenu un symbole, c'est la preuve qu'un horloger maîtrise les fondamentaux de son art au plus haut niveau. C'est exactement comme un chef étoilé, sa capacité à créer des plats d'une complexité folle crédibilise tout le reste de la carte. Donc si une manufacture peut produire un tourbillon, vous pouvez vous dire que même ces modèles les plus simples cachent une exécution parfaite, en tout cas en théorie. Et visuellement, il faut être honnête, c'est probablement le plus beau spectacle mécanique qu'on puisse mettre au poignet. C'est de l'art cinétique miniature. On regarde pas un tourbillon pour savoir l'heure, on le regarde surtout pour le plaisir. Et puis en plus, évidemment, il y a la dimension émotionnelle. Quand quelqu'un achète un tourbillon, il achète pas de la précision, il achète par exemple l'histoire de Breguet, il achète 225 ans d'évolution horlogère, il achète la preuve que des êtres humains sont capables de créer des mécanismes aussi absurdement complexes et beaux avec leurs mains. C'est
c'est le triomphe de l'inutile et c'est beau. Alors du coup, c'est pas une arnaque, c'est une complication honnête à partir du moment où personne ne prétend sérieusement que ça améliore la précision d'une montre bracelet. C'est devenu un objet d'art mécanique, un spectacle, un symbole de maîtrise horlogère et c'est très bien comme ça. Par contre, l'erreur à pas faire, ça serait de croire que votre montre à tourbillon est forcément plus précise qu'une montre moins haut de gamme. C'est probablement pas le cas et l'autre erreur serait de croire qu'un tourbillon premier prix est aussi précis et fiable qu'un tourbillon haut de gamme. C'est pas parce que ça porte le nom tourbillon que c'est forcément extraordinaire. Si vous avez le budget pour l'acheter et l'entretenir et que vous adorez le spectacle mécanique, foncez, c'est magnifique et vous regretterez sûrement pas. Mais si vous cherchez la précision ultime, achetez plutôt un Quartz Grand Seiko 9F. C'est 10 secondes par an et ça coûte 20 fois moins cher qu'un tourbillon suisse d'entrée de gamme. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le tourbillon, son histoire et ses paradoxes. N'hésitez pas à visiter la boutique Braxen si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.